Est-ce que je peux me permettre de partager l'écran? Bien sûr. Alors, je vais couper ma caméra. Ah, là, c'est mieux. Ouais, oui, ça va, la journée a été dure pour tout le monde. Ah. Donc, je redis, je coupe ma caméra et je laisse mon micro activé. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, très bien. Oui. Ok, ça marche, super. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Hein. C'est toujours un plaisir que d'échanger avec des gens comme vous qui sont au cœur de l'écosystème numérique. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'être assez rapide pour laisser du temps à la discussion. Donc, de toute façon, vous aurez le support. Il y a beaucoup d'infos, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de laisser le plus possible le temps au débat. Alors, si vous m'avez invité, c'est que vous me connaissez. Donc voilà, je suis enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université et j'ai cofondé, je suis directeur scientifique d'une association qui s'appelle l'Institut du numérique responsable. Cette association, c'est une association à but non lucratif qui aujourd'hui héberge des grands groupes, des petits, des PME, des TPE, des ONG, des écoles, des collectifs, des universités. Bref, aujourd'hui, on essaye vraiment d'œuvrer pour on va dire, pour essayer que collectivement, on arrive à sortir alors la fange, c'est peut-être un petit peu abusé, mais de son côté, de ses impacts, un numérique qu'on adore tous et avec qui on adore travailler. Notre asso, elle a pour but de changer le monde, en toute humilité. Et pour changer le monde, globalement, on se dit qu'il faut embarquer le plus possible de gens, les aider, les outiller et permettre des décisions intelligentes, intelligibles, claire et basée sur des faits scientifiques. Donc aujourd'hui, nous, notre approche, elle est basée sur une progressivité sur 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Et chacun de ces niveaux est eux-mêmes constitué de trois marches qui vont consister à comprendre la problématique du numérique responsable, mesurer les impacts du numérique et éclairer la décision et œuvrer pour une décision les plus claires possibles. Chacun de ces 3 éléments, comprendre, mesurer, décider sur les 3 paliers débutants, intermédiaires, avancés, s'appuie sur 3 sous-parties de notre asso, plutôt une association de recherche et développement, plutôt une association de type pédagogique, enfin plutôt des actions de type pédagogique, et plutôt des actions de type observatoire. Je vous ai mis une bonne partie des outils qu'on a proposés et sur lesquels que vous retrouverez enfin un lien et sur lequel globalement on pourra revenir, mais on a à disposition un module de sensibilisation, un module de formation, une charte, un label, un outil, et puis ce que j'ai décidé plutôt compte tenu du public que j'avais ce soir, c'était de vous parler de l'éco-conception, parce que j'avais l'impression que c'était peut-être le sujet qui pouvait le plus vous intéresser. Donc, je vais commencer une première partie en vous disant que vous avez raison d'agir sur cette thématique-là, une espèce de call to action, et puis une deuxième partie plutôt sur une partie éco-conception. Alors, pourquoi agir? Alors là, peut-être que vous êtes ultra sensibilisé et veuillez m'excuser si j'ouvre des portes ouvertes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais bon, a priori, climatiquement parlant, on est quand même dans une sacrée merde. Depuis, voilà, au niveau pollution des eaux, acidification des océans, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, et en Bretagne, j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous touche particulièrement. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est un écosystème global dans lequel on est tous contraints d'évoluer pour le meilleur et surtout pour le pire. L'image que vous avez à gauche est une vision instantanée de l'état d'un certain nombre d'indicateurs. Le graphique que vous avez à droite, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, est un graphique ultra connu. C'est la modélisation par les Epomidos dans leur rapport HALT à la croissance. Les limites de la croissance, qui date de 1972 et qui globalement, bon an mal an, a été vérifié chaque année. Et qui annonce pour les dizaines, voire vingtaines d'années qui arrivent,
une transition qui va plus mettre en avant notre capacité d'adaptation qu'honnêtement notre capacité à limiter les émissions de gaz à effet de serre pour aller sous le 1,5 degré. Soyons très honnêtes envers nous-mêmes. Donc voilà, il faut faire en sorte d'essayer d'être adaptable parce que cette situation elle est juste catastrophique. Et je faisais tout à l'heure, j'avais une formation et globalement pour moi, si politiquement parlant on a eu 20 ou 40 ans dramatiques entre la première et la deuxième guerre mondiale qui ont permis de faire aboutir un système à peu près pérenne qui tient la société depuis ces deux guerres mondiales qui nous ont amenés au tréfonds du tréfonds, j'ai l'impression que les 20 années qui arrivent vont potentiellement nous amener au tréfonds du tréfonds de la crise climatique, mais qu'on peut en sortir vers le haut en s'y préparant et en adoptant dès maintenant une vision plus positive, plus engageante et sur laquelle chacun va faire sa part. Alors, je ne vais pas dire qu'on va devenir des résistants, loin de là, c'est pas du tout ça, mais globalement, l'idée, c'est de très tôt prendre notre part de responsabilité et potentiellement proposer un nouveau modèle. Alors, là-dessus, vous le savez très bien, aujourd'hui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le français moyen est à 10 tonnes. Alors, le français moyen, c'est un pléonasme, ça ne veut rien dire, mais voilà, on est à 10 tonnes en moyenne par an et par citoyen, et on doit aller à 2. Voilà. Là, c'est sûr, c'est aussi simple que ça, l'équation est aussi simple que ça. On part de 10, on doit aller à 2. Voilà. Et dans ces deux, moi, à titre personnel, je ne suis pas une autorité morale, j'ai envie de vous dire, vous y mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller aux Maldives et que ça impute votre budget carbone de vos 2 tonnes de 80%, j'ai envie de dire c'est votre problème. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on sait qu'on doit être limité à 2. Donc, au final, de cette toute petite introduction, j'adore cette couverture du courrier international, voilà, on sait que la fin du monde approche, la fin d'un monde approche. Et moi, je suis persuadé que c'est une bonne nouvelle parce que c'est la seule manière qu'on a de nous inciter à l'action. Voilà. Ça fait 50 ans qu'on a le rapport Meadows sous les yeux, on ne fait rien. Et aujourd'hui, on a la tête sous l'eau, bien sous l'eau, et c'est la seule façon qu'on a trouvé d'évoluer, de changer. Dans tout ça, le numérique, qu'est-ce que c'est? Dans tout ça, le numérique, c'est finalement ni plus ni moins qu'un nouveau monde, voilà, une espèce de nouveau continent qui est apparu dans les radars il y a 30 ans. Alors, 30 ans, on va dire le momentum où l'Internet, le numérique et l'ordinateur est vraiment devenu une denrée classique. Mais voilà, c'est vraiment il y a 30 ans où le numérique a commencé et Internet ont commencé à exploser. Alors, depuis 30 ans, le numérique est devenu un nouveau continent. Voilà, il y a 4,5 milliards d'utilisateurs humains. Chacun de ces utilisateurs humains dispose de 2, 3, 5, 10 avatars. Et en plus de ces 4,5 milliards d'utilisateurs humains, on peut rajouter dans cet écosystème numérique des dizaines de milliards, voire plus de centaines de milliards d'objets connectés qui ont eux aussi leur double virtuel. Voilà. Et là, on est sur finalement une problématique assez simple avec Attendez, 30 secondes. Ouais, c'est ça. On est avec une problématique assez simple puisqu'on a des nouvelles voies de communication dans ce nouveau monde avec les fibres optiques, les satellites, la DSL ou que sais-je. On a des nouveaux dieux. Voilà, avec deux cosmogonies qui s'affrontent, une cosmogonie clairement américaine avec les GAFAM et les NATU, les Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, et puis en face, on a une cosmogonie plutôt chinoise avec les Batix, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, potentiellement Huawei. Donc, de ces deux visions du monde qui s'affrontent, de ces deux divinités, derrière, on a des gourous qui aujourd'hui sont Jeff Bezos, Elon Musk, enfin tous les grands patrons qu'on connaît, qui en plus ont l'énorme inconvénient d'être tous des hommes blancs, quadrats et pétés de thunes, qui finalement dictent un peu la pluie et le beau temps et donnent
à longueur de journée, une espèce de nouvelle messe numérique dans laquelle voilà, on est sur Netflix, on est sur Airbnb, on est sur Google, on est sur Facebook, on est sur Insta, on est sur. Et aujourd'hui, c'est finalement ça qui rythme, qui fait ciment, enfin, qui, pour certains, fait la société. Heureusement pas pour tous, on est loin de là, mais qui potentiellement fait la société. Et de tout ça, en fait, on a une vision qui est assez superficielle, voire assez... on voit la vitrine, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. Et pourtant, ce qui se passe derrière, si vous êtes intéressé par le sujet du numérique, vous savez que c'est absolument catastrophique, parce que le numérique, aujourd'hui, si je prends le cycle de vie global du numérique, l'analyse de cycle de vie global, on se retrouve avec, loin des yeux, loin du cœur, en Chine, en Mongolie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, des mines où, dans des conditions dantesques pour l'environnement et pour les personnes qui y travaillent, on extrait toujours plus profond à coût énergétique toujours plus important, des quantités toujours plus faibles de matériaux qui sont, pour la plupart, toujours plus utilisés dans nos équipements numériques. Vous voyez que l'équation n'est pas tenable. Donc, outre ces impacts environnementaux et sociaux, on a aussi une problématique qui nous pend au nez de raréfaction des ressources. Cette problématique de raréfaction des ressources, c'en est une et ça n'en est pas une, parce qu'il suffit, et vous entendez bien les 12 milliards de guillemets que je mets dans « il suffit », d'aller creuser ailleurs ou d'aller récolter les nodules polymétalliques qu'il y a au fond des océans pour décaler de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, l'approvisionnement dans un certain nombre de matériaux nécessaires au numérique. Dans le même temps, ces numériques nécessitent toujours plus d'énergie et l'énergie en soi est quand même une ressource. Les économies de notre avenir, économisons-la. C'est quand même génial parce que la première révolution énergétique qu'on a subie, je ne vous parle pas du bois, mais la première révolution énergétique qu'on a subie, c'est le charbon, la révolution industrielle. Et aujourd'hui, on a encore sur la planète des dizaines d'années de réserves de charbon. Après, il y a eu la révolution du pétrole. Et là, on a dépassé le peak oil et il nous reste quelques dizaines d'années de réserves de pétrole. Et puis, on a eu la troisième révolution énergétique, qui était plutôt celle du nucléaire. Et là, les réserves de nucléaire étant encore plus réduites que celles de pétrole, on n'a plus que encore dizaines d'années de réserves énergétiques de cette troisième révolution énergétique. Et on a inventé une révolution énergétique nouvelle, qui est celle basée sur les énergies renouvelables, qui nécessite toujours plus de terres rares, qui sont des réserves encore plus faibles que celles même de l'uranium. Donc on a inventé des révolutions énergétiques qui étaient basées sur des ressources qui étaient systématiquement plus rares que la précédente. Donc là, on arrive au bout du modèle, et globalement, les révolutions énergétiques qui s'annoncent sont, elles, je l'espère, les plus durables. Ça pourra être soit la fusion, soit le dihydrogène, vraiment renouvelable, et pas une espèce de dihydrogène qui aujourd'hui décale encore les principes de pollution. Donc, premier souci, l'extraction. Évidemment, après l'extraction, on a bien évidemment l'étape de fabrication. Et les étapes de fabrication, là, on est plutôt sur à la fois des problématiques sociales, aussi des usines de 100 000 personnes, des problématiques de cancer ou de leucémie généralisées dans les usines de Samsung en Corée du Sud, des exploitations, des exploitations de femmes, des exploitations d'étudiants. Bref, une situation qui est vraiment catastrophique, pour lequel, globalement, on s'en lave les mains, puisque c'est le paradis de la sous-traitance. Et là encore, loin des yeux, loin du cœur. Ensuite, la troisième étape, une fois que tout ça a été déployé, alors Véronique, je fais juste un petit point. Alors déjà, c'est le dihydrogène, il y a des problèmes de pollution. Le dihydrogène, en fait, ne pollue pas. C'est l'énergie nécessaire pour fabriquer du dihydrogène qui, aujourd'hui, est basée sur des énergies qui sont carbonées.
il faut de l'énergie pour faire du dihydrogène. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas du dihydrogène basé sur des énergies soit vraiment renouvelables, soit sur des processus industriels vraiment renouvelables, on continuera à avoir du dihydrogène et d'avoir des voitures entre guillemets propres, mais avec une problématique déportée en amont qui se rapproche de celle des voitures électriques, où on a à un moment donné de l'électricité qui est à fabriquer quelque part. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a un problème au dihydrogène. Si je reviens maintenant sur mes usages, aujourd'hui les usages du numérique ont une capillarité de problèmes qui est juste hallucinante. Ça va depuis la génération de données. Par exemple, Intel dit que la voiture autonome générera 4 téraoctets de données par jour. 4 téraoctets de données par jour pour une voiture autonome. Ça va dans le harcèlement de la jeunesse, ça va par le dénigrement de soi en utilisant Instagram, ça va par l'utilisation massive de serveurs et de stockage de données sur Netflix ou d'autres, ça va par l'usage immodéré aujourd'hui et la diffusion du porno en un clic. Donc voilà, en termes d'usage, on est vraiment sur une capillarité de problèmes qui est juste hallucinante. Et puis si on va au bout du bout, et qu'est-ce que deviennent nos appareils? Pour les 2/3 des déchets électriques et électroniques, qui sont des déchets très généraux, les frigos, les micro-ondes, les télés, les enceintes, etc., et les ordinateurs et les téléphones, ces déchets d'équipements électriques et électroniques, en 2020, représentaient 53 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, soit l'équivalent d'un train de fret de 125 km de long. Et pour les 2/3 de ces déchets, ils sont aux mains des mafias. 2/3 des déchets des 3E sont aux mains des mafias selon Interpol. Donc vous voyez globalement que l'impact est fondamental. Et si en plus je rajoute égoïstement à une vision continentale la problématique politique, nous, Europe, on est coincé entre un marteau serviciel américain et une enclume matérielle asiatique. Et au milieu, on essaye d'exister avec un RGPD ou des actes, enfin des Digital Act ou autres, mais c'est quand même super compliqué. Alors, au final, de tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on est capable de chiffrer? Ben oui, on est capable de chiffrer que le numérique, globalement, avec ses 4,5 milliards d'utilisateurs, c'est à peu près l'équivalent d'un pays comme la France de 200 millions d'habitants, sachant que la France est elle-même un pays qui consomme 3 fois ce qu'elle devrait. Rappelez-vous, les 10 à 2 tonnes, on est à peu près sur un facteur 3. On est sur des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui de 4% et on est sur une consommation d'électricité au sens global du numérique qui est de l'ordre de 5, qui se rapproche de 8 et sur certaines simulations, on est plutôt aux alentours de 10. Alors, qui est fautif? Les fautifs, je suis désolé, mais c'est nous. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas changé mon téléphone ou mon ordinateur depuis 12 ans. Félicitations, très bien. L'idée de dire nous, c'est nous, pauvres petits citoyens lambda qui ne comprenons rien à ce que nous manipulons, qui ne prenons pas gaffe à ça et qui se ruons sur le Black Friday parce qu'à un moment donné, on est juste débordé et qu'un Black Friday à un moment de Noël, on cède tous à ça. Attention, je ne généralise pas. Je suis persuadé que si vous êtes dans cette coopérative, c'est que vous n'êtes pas sensible au Black Friday, etc. Donc, mais globalement, et c'est pas du tout, je pointe pas du tout du doigt une quelconque sentiment de valeur entre ceux qui cèdent au Black Friday et puis ceux qui n'y cèdent pas. Voilà, je vous ai déjà dit, je ne suis pas une autorité morale. Donc, parce que l'uranium est une ressource non renouvelable, Émilie, qui se retrouve principalement au Niger. Et puis ça tombe bien d'abord parce qu'on a des bases militaires au Niger. On se demande pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un rapport? Non, Vincent, tu vois le mal partout, arrête. Donc voilà, pour revenir là-dessus, globalement, oui, je ne parle pas des déchets, évidemment, tout à fait. Mais c'est pas grave, on va les enfouir à Bure, et puis d'ici là, on les oubliera. Ok, super. Donc voilà, aujourd'hui, la problématique, c'est nous, c'est notre taux de renouvellement. En fait, notre problème, c'est qu'on est 4,5 milliards d'utilisateurs. Voilà, c'est ça notre problème. On est 4,5 milliards d'utilisateurs à vouloir profiter. Alors, je ne parle pas de la bombe P, je ne parle pas du fait qu'il faudrait limiter les gens. Voilà. C'est juste notre mode de vie qui aujourd'hui est déconnant. Ce n'est pas le nombre de personnes, c'est le mode de vie de ces personnes qui est déconnant. Les réseaux,
sont plutôt pas mal gérés, parce que c'est des professionnels et qu'ils ont tout intérêt à faire le job. Les data centers, les méchants data centers, eux, alors ils se sont fait bien tailler en pointe pendant des années. Or, en fait, c'est vraiment des gens qui font très bien leur boulot, qui optimisent, qui centralisent. Donc eux, il n'y a pas grand-chose à faire sur les data centers, ils font très bien le job. Par contre, est-ce que l'intérêt de stocker, des vidéos de chats, d'heures et d'heures et d'heures de vidéos de chats ou voilà, est-ce qu'on a besoin de toutes les stocker en tripliqué, voilà, de mettre autant de sécurité à stocker des vidéos globalement on regarde une fois, ou de stocker des vidéos d'un discours important. Et là encore, attention, je ne suis pas loin de mettre des jugements de valeur et j'aime pas ça, mais voilà, c'est plus problématique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait des data centers que des data centers. En tout cas, le principal fautif, c'est nous. Est-ce que globalement, est-ce que moi, je suis responsable de quelque chose? Parce que là, Vincent, tu es en train de nous dire, oui, nos 4 milliards et demi, ok, les réseaux, c'est pas nous, la 5G, c'est pas nous, les data centers, c'est pas nous, ouais, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça représente, moi, dans mes 10 tonnes, quoi? Qu'est-ce que ça représente dans mes 10 tonnes et qu'est-ce que ça peut ou doit représenter dans mes 2 tonnes? Ben là, l'ADEME nous a fourni une réponse en 2016 sur globalement une ventilation à peu près des impacts environnementaux de notre vie de Français moyen, pour lequel on voit quand même que, attention, l'achat et les usages Internet, et pas simplement les usages Internet, mais aussi les achats qu'on fait sur Internet ou les achats de numérique aujourd'hui, ont plus d'impact que notre consommation de viande ou de poisson et sont à peine moitié moindres que ceux de la voiture. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas de dire est-ce que j'ai le droit ou pas de faire du numérique? Est-ce que j'ai le droit ou pas de me déplacer? Est-ce que j'ai le droit ou pas d'aller sur YouPorn? La question, elle est vraiment pas là. La question, elle est de savoir qu'est-ce que je fais de mon quota de 2 tonnes? C'est là la question. Voilà. Et aujourd'hui, dans mon quota de 2 tonnes, j'ai la moitié qui est pris par les achats et les usages Internet et nouvelles technologies. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est plusieurs, hein, et puis moi, ça fait longtemps que je me dis peut-être qu'on pourrait essayer de faire en sorte d'avoir un numérique qui soit un petit peu plus vertueux. Alors, vertu, c'est bien un bien grand mot, mais un numérique qui soit moins pire. Voilà, un numérique qui soit moins pire. L'idée, c'était de savoir comment est-ce que le numérique pouvait être compatible avec le développement durable, parce que ça faisait un certain temps que je voyais finalement parler de la transition numérique de nos sociétés qui nous amenait dans un côté, et puis parler de développement durable qui nous amenait de l'autre. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas avoir un pied qui part à gauche et un autre pied qui part à droite. À un moment donné, ça nous fait faire un grand écart et c'est assez douloureux. Et pour ça, en fait, un jour, j'ai entendu pareil le patron de la FIM qui disait le problème de la transition environnementale, le problème du développement durable, c'est qu'il nous donne un objectif, mais pas de moyens. Et le problème du numérique, c'est qu'il nous donne des moyens, mais pas d'objectifs. Et je trouvais que ça très vrai. Donc, vous avez 2 heures pour y réfléchir et après, je ramasse les copies. Mais une fois que vous avez ça en tête, vous dites finalement, est-ce que je ne pourrais pas essayer de rendre compatibles les deux? Et donc, on s'est posé la question avec plusieurs fous furieux, de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire un numérique, à l'époque, bobo, écolo, voilà, je lâche les mots, on était traités comme ça à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est bobo, écolo qui avaient peut-être raison avant l'heure, mais qui aujourd'hui se la pètent pas parce que voilà, on est juste aujourd'hui, on n'est pas plus fier que ça d'avoir raison avant l'heure, c'est pas du tout ça. Mais on se dit bon, mais voilà, autant essayer de faire profiter de ces erreurs du passé pour essayer d'aller plus vite vers la solution. Avec aujourd'hui des axes stratégiques à creuser pour un numérique plus responsable. C'est évidemment le côté environnemental, évidemment le côté social du numérique, tous développer des applications utiles, utilisables, utilisées, faire en sorte que quand on achète du numérique, on puisse s'acheter du numérique qui fait sens ou du numérique qui impacte le moins possible les gens et la planète. Ensuite, sans forcément, là encore, parler religion ou divinité, mais essayer d'avoir une éthique du numérique pour en faire quelque chose de cadré. Et puis, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus que des coups de bâton et de la douleur, le développement durable, c'est aussi faire en sorte que nos clients, nos organisations, on
on soit toujours là dans quelques années. Hein. Donc, c'est organiser avec le numérique la résilience des organisations et puis faire émerger de nouveaux comportements et de nouvelles valeurs, embarquer les collaborateurs et plutôt essayer d'avoir une vision plutôt bienveillante que catastrophiste, malgré ce que je viens de vous dire depuis le début. Alors, la trajectoire qu'on propose et qu'on vous demande enfin, on vous propose de suivre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui. Enfin, moi, voilà, j'y vais franco. Je pense que c'est la seule solution valable, c'est d'avoir une démarche comprendre, mesurer, décider, dont j'ai déjà parlé au début de la presse. Et puis après, et ça, ça fait le lien avec l'éco-conception, plutôt éviter ce qui peut l'être, réduire ce qui reste, et puis au bout du bout, compenser si vous le sentez, sachant que la compensation est toujours assez épidermique en France. Indirectement, la trajectoire qu'on décide, c'est une trajectoire au niveau matériel de refus d'achat de neuf, de réduire ses besoins, de réutilisation de ce qui peut l'être, de réparation et de recyclage. Et au niveau serviciel, on est plutôt sur la règle des 3 U, et pas des 5 R, qui sont développer et faire attention à s'acharner à développer des services utiles, utilisables et utilisés. Voilà. Tout ça, on nous demande systématiquement de dire mais oui, mais moi j'arrive pas, c'est quoi les ROI, est-ce que c'est la règle des 5 R, c'est refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Donc, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il y a un ROI dessus? Oui, moi ça fait 15 ans que je le fais et 15 ans que je le fais avec des orgas, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Voilà. Donc là, vous en avez listé un certain nombre, hein, réduction des impacts environnementaux, meilleurs services, réduction des coûts d'investissement, moins de dettes techniques, plus grande inclusion sociale, levier de progrès, etc. etc. Donc, globalement, il n'y a pas grand risque à se lancer dans une démarche de numérique responsable. Alors, si vous aviez encore des doutes, aujourd'hui, la loi nous y pousse. Alors, ça peut être des lois bilan carbone, ça peut être des lois accessibilité, ça peut être des lois éthiques, ça peut être des lois Green IT, ça peut être, par exemple, la loi sur la loi AGEC sur le gaspillage et l'économie circulaire, voilà. Et puis la petite dernière, qui date de ce mois-ci, donc il n'y a pas plus up-to-date, hein, votée début novembre, dont le décret d'application est déjà passé par les fourches du ministère mi-novembre, c'est la loi REEN, la loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Elle date du 2 novembre, le décret d'application est déjà sorti. Elle a pour objectif un certain nombre de choses, dont sensibiliser à l'impact environnemental collège-lycée. Elle a un deuxième volet qui est l'intégration des formations à l'éco-conception dans les formations d'ingénieurs, ainsi que la création d'un observatoire de l'empreinte environnementale du numérique entre l'ADEME et l'ARCEP. Oui, Eric, on pourra y revenir, mais moi je fais plutôt partie de ceux qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle a au moins l'avantage d'exister. Alors oui, il y a eu des soucis sur... elle n'est pas allée au bout de ce que le législateur avait produit, mais honnêtement, le jour où vous pouvez me citer une loi qui va au bout de ce que la Convention citoyenne propose ou que le législateur propose, voilà. Là, aujourd'hui, cette loi existe. Voilà. Elle existe. Après, on pourra l'améliorer, mais au moins, elle a cet avantage-là d'exister. Le deuxième volet prône dans la loi la limite de renouvellement des terminaux en élargissant le délit d'obsolescence programmée. Voilà. Les équipements informatiques de moins de 10 ans utilisés dans les services publics ainsi que les collectivités territoriales seront obligatoirement orientés vers le réemploi et plus jetés. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis l'idée c'est aujourd'hui maintenant d'encadrer tout ça et d'outiller. Et c'est justement l'objectif de... je ne sais pas si c'est des reculs, Eric. Ce n'est pas des reculs, je ne pense pas que ce soit des reculs. Les reculs, ce serait que la loi soit abrogée ou que la loi change. Voilà, je pense qu'il y a plein de propositions et qu'il y a des lobbies, effectivement. Hein, il y a clairement des lobbies, il y a des poids, il y a des intérêts. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un recul à partir du moment où la loi n'a pas été votée. Voilà, on pourra en reparler, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc ça, c'était finalement
Ouais, mais les processus législatifs en France, tu le sais, enfin, vous le savez comme moi, ça fait Sénat, Assemblée, modification, etc., etc. Donc voilà, une fois ce débat posé, et puis cette loi Rennes, dont finalement l'objectif de formation à l'éco-conception a été acté, je voulais me permettre de vous présenter un focus sur l'éco-conception et un outil qu'on vous met en place, qui est l'outil RG 491. Alors, cet outil, il est librement accessible. Alors, je vais vous le mettre, enfin, vous le verrez, il est dans le chat, hein, il n'y aura pas de... Enfin, je mets dans le chat, mais voilà. L'objectif de notre travail que je vais vous présenter, c'est que depuis plus de 2 ans, on s'est dit, l'éco-conception, c'est fondamental. C'est la prochaine étape. Une fois que tout le monde aura compris l'intérêt du faire du numérique responsable, la question que les techs vont nous poser, c'est, t'es bien gentil, camarade, mais comment on fait du numérique responsable? Donc, à ce niveau-là, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler avec plus d'une centaine de bénévoles de tout type, de tout corps de métier, de petites, grandes entreprises, publiques, privées, hommes, femmes. L'idée, ça a été de dire, c'est quoi l'éco-conception? Mais c'est quoi l'éco-conception au sens large? Métier, API, structure, framework, middleware, contenu, back, front, hébergement, stratégie, etc., etc. On voulait couvrir tout le cycle de vie et être indépendant des choix technologiques, et puis surtout, on voulait changer le monde. Et on ne voulait pas faire du green code en disant il suffit que les codeurs sachent bien coder et le monde ira mieux. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc pour ça, on s'est organisé, alors ça c'est bénévole, hein. Tout ça c'est bénévole. On s'est organisé mais comme des chiens, on a bossé comme des chiens, on a sorti du pognon qui sortait de l'assaut et personne ne nous a financé. On a travaillé à plus d'une centaine de personnes et on sort aujourd'hui une structure qui vaut ce qu'elle vaut. D'accord? Elle est peut-être imparfaite, mais moi je pense que fait vaut mieux que parfait. Aujourd'hui, on sort une structure de 8 familles que vous retrouvez ici, hein, stratégie, spec, UX/UI, contenu, front, archi, back, hébergement, avec en parallèle la mise en relation de 11 objectifs de développement durable de l'ONU, 43 bonnes pratiques qui nous paraissent incontournables, et aujourd'hui, 498 critères. Alors pourquoi ça s'appelle GR 491? Ça s'appelle GR comme guide de référence, parce que quand on a commencé à discuter avec l'État, il nous a dit on ne veut pas que vous appeliez ça référentiel, parce que référentiel, c'est l'État. Et nous, on a dit, t'es gentil, camarade, mais ça fait quand même 2 ans qu'on se cogne la notion de référentiel. Tu n'étais jamais là quand il s'agissait de nous aider, et au moment où ça sort, tu le récupères et tu nous demandes de changer de nom. Oui, mais moi, je suis l'État. Ok, d'accord. Donc, on sort le GR 491, qui est le guide de référence des 491 bonnes pratiques. Pourquoi 491? Parce que historiquement, la première version avait 491 bonnes pratiques. Voilà. Et puis, ça nous faisait rigoler parce que ça faisait un petit peu une espèce de roadmap, de guide, un GR. Hein, voilà, on le suit et on va d'un point A à un point B. Et puis, voilà, c'était l'idée, c'était de guider les développeurs. Alors, je vais directement faire une démonstration. Voilà, hop, parce que ça vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous le pousse dans le chat et vous pourrez regarder si vous voulez. Mais par exemple, voilà, vous êtes sur le GR 491, vous regardez la stratégie. La stratégie, vous avez 4 enjeux forts. Ces 4 enjeux, je prends le premier, sont décomposés en bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, si j'en clique une au pif, est catégorisée sur son impact People, Planet, Prosperity. Elle est, alors évidemment, c'est pas de bol, j'ai pris une des rares qui n'avait pas d'éléments complémentaires. J'en prends une autre. Voilà. Elle a une difficulté, donc celle-là, c'est une stratégie pour sensibiliser les parties prenantes est-elle mise en place avec les étapes permettant de faire progresser en continu, de faire de la progression, de l'amélioration continue. Ça, c'est assez facile à mettre en place. On considère que c'est une priorité haute, avec une récurrence périodique. Ça couvre les enjeux opérationnels de méthodologie et de gouvernance. Ça couvre les métiers gestion de projet, gouvernance, RSE, RH et CTO, avec un indicateur, quel type de test on peut vérifier, quelques précisions sur la bonne pratique et un use case. Voilà. Et ça, aujourd'hui, vous avez à votre disposition, pardon, hop, excusez-moi, vous avez toutes ces bonnes pratiques-là. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu compliqué. Pour essayer de simplifier, on a proposé des incontournables qui peuvent être un très bon point d'entrée
pour… Attendez 30 secondes. Voilà, excusez-moi, j'avais mon fils j'avais l'impression qu'il me parlait, mais en fait, il m'a dit « je ne parle pas à toi ». Je ne te parle pas à toi. Voilà, donc, vous avez 43 critères incontournables sur lesquels déjà vous pouvez commencer à travailler, voilà, qui vont de l'hébergement, de la stratégie jusqu'à l'hébergement. Parce qu'on est persuadé que la stratégie, c'est le premier pas vers un guide, une éco-conception tenable et valable. Donc, voilà, vous pouvez aussi faire une approche par métier. Voilà, hein, donc est-ce que vous êtes intéressé par des bonnes pratiques, alors pardon, métier, du tech, du XUI, du product owner, de la RH, de l'équipe projet. Donc voilà, par exemple, si je suis intéressé par le product owner, eh bien, le product owner, voilà l'ensemble des bonnes pratiques qui le concernent. Et on a aussi travaillé sur les enjeux opérationnels de méthodologie, gouvernance, communication, maintenance. Voilà, si je vais sur l'enjeu maintenance, vous avez un certain nombre de bonnes pratiques autour de la maintenance. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça a l'avantage d'exister. Vraiment, c'est… voilà, ok. Donc c'est pas parfait. C'est du collectif, c'est de l'ouvert et du gratuit. On est en train de travailler sur la mise à disposition d'un fichier Excel, d'un fichier JSON. C'est en français et en anglais, c'est pas encore en breton, désolé, mais si vous voulez nous aider à la traduction, il n'y a pas de souci. Et on espère que si vous avez des amis espagnols, germanophones, etc., n'hésitez pas, sollicitez une communauté pour nous aider à traduire ça. Et surtout, c'est en amélioration continue. Et c'est gratuit. Et ça nous a coûté en temps et en argent des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Mais au moins, on est super fiers du résultat. Bref. Donc ça, j'en ai parlé. Et une fois qu'on a cette brique-là, ce qui est important, c'est de voir qu'on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter des syllabus de formation pour préparer les futurs ingénieurs et les ingénieurs actuels et les techs à l'éco-conception de services numériques. Et j'ai bien dit des syllabus de formation parce que la liberté pédagogique est telle qu'on ne se permettra pas de dire voilà comment il faut l'enseigner. Par contre, les syllabus de formation, eux, seront ouverts et on l'espère que le plus de monde possible pourra s'attribuer ces syllabus. Des syllabus, c'est des programmes. Hein, c'est pas, voilà. Et voilà. On va aussi proposer des certificats qui vont attester à travers un examen que tout le monde pourra préparer et faire passer, avec le label Université de La Rochelle et INR, on aura des certificats aussi pour mettre toute cette communauté d'accord, pour dire oui, j'ai été formé par ce type de processus et en plus, j'ai validé. On va essayer aussi de trouver les centaines de milliers d'euros nécessaires pour faire des MOOC. On va essayer de trouver un appui des bras pour développer des outils pour opérationnaliser tout ce qui peut l'être. Voilà, tout ce qui peut être automatisé, on va essayer de le faire. Cerise sur le gâteau, je suis copilote du NAFNOR-SPEC éco-conception de services numériques qui va dans les quelques mois vous dire, messieurs, dames, voilà un document simple, léger, facilement compréhensible, qui aura mis tout le monde d'accord pour dire voilà ce qu'est l'éco-conception de services numériques au sens du NAFNOR-SPEC. Et puis, une fois qu'on aura cette AFNOR-SPEC, l'idée, c'est évidemment de sortir un outil de type label qui pourra permettre à la fois aux donneurs d'ordre de dire on veut un service labellisé, mais aussi aux prestataires de dire voilà, nous, notre service, on est capable aussi de vous le labelliser. Voilà, là vous avez toute une série de liens sur le MOOC, notre charte, notre label, un guide des achats numériques responsables pour vos collectivités, notre parcours de montée en compétences, le CyberWorld Cleanup Day, notre outil de mesure de l'empreinte environnementale du SI, notre outil de boîte à outils de tous les outils qu'on a trouvés, et je suis sûr qu'il en manque, des outils qui peuvent aider le dev à faire du numérique responsable, et le GR 491. Voilà. Je vous avais dit 40 minutes, on a commencé à 5 ou 7, il est 45, je pense avoir à peu près tenu les délais. Et voilà, si vous avez évidemment des questions, je suis à votre disposition. Vous voyez, je ne me suis même pas allé me mettre en pyjama, je suis toujours habillé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a justement une question de Eric de Merveille Marseille qui nous demandait si l'approche
est spécifique au sujet du numérique ou si vous avez utilisé un corpus de référence qui est appliqué à d'autres domaines? On a fait une étude par exemple, du RG2A. Le RG2A sur l'accessibilité, on s'est dit ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude, donc on a réutilisé des éléments du RG2A, mais globalement, on a décidé d'avoir une approche qui était vraiment systémique et on s'est dit, voilà, dans la stratégie, c'est quoi faire de l'éco-conception? Alors, on est allé chercher partout. Et puis, oui, la présentation, vous l'aurez, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, on est allé chercher partout et à un moment donné, on s'est dit, voilà, ben, nous, on va décider de le présenter comme ça. Alors, on utilise des règlements existants, des règlements RG2A, voilà, mais voilà, on essaye quand même de le tourner pour rendre le tout cohérent et partageable et échangeable. Et souvent, en fait, le problématique, c'est les silos. Et là, en fait, on a décidé de faire péter les silos et de présenter le tout dans un tout cohérent. Est-ce que ça répond bien à votre question, Eric? Attends, pardon, je mets mon micro. Oui, merci. Oui, d'accord, oui. Non, parce que je trouvais l'approche très riche, très structurée. Donc, je me disais, est-ce que vous êtes utilisé un modèle pour rassembler, documenter toutes vos réflexions ou non, vous avez construit grosso modo de zéro? On a fait du jus de cerveau. On a dit, en fait, on s'est dit de quoi on a besoin de nous. Et on s'est dit, si on en a besoin, ben, ça pourra intéresser d'autres personnes. C'est pour ça que je vous dis, on a fait cet outil-là, mais ce n'est pas du tout un outil de référence. Hein. C'est notre outil. Et il est à améliorer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions d'emblée sur la présentation? Alors, l'AFNOR-SPEC, ce n'est pas vraiment une normalisation, pour reprendre un peu la question d'Eric, ce n'est pas vraiment une normalisation, c'est un bébé norme. Par contre, la volonté de l'AFNOR, c'est de poser un Canada Dry de normes avec une AFNOR-SPEC pour très rapidement aller à l'international et à lever le drapeau français tricolore en disant hey, nous, on a un étendard et au niveau ISO, voilà ce qu'on vous propose. Voilà. La date de sortie AFNOR sera mars-avril en fonction de la capacité qu'on aura à gérer le travail, qui est juste un travail de ouf, mais voilà, plutôt mars-avril. Il n'y aura pas la possibilité de dire à la sortie « je suis compatible AFNOR-SPEC ». Il n'y aura pas de grille qui dira « oui, le service est éco-conçu au sens de l'AFNOR-SPEC » ou non. C'est pour ça que ici, il y a la notion de label qui finalement opérationnalise le standard de l'AFNOR-SPEC. J'ai une question concernant le financement. Vous en avez parlé, vous êtes autofinancé. Comment vous expliquez ça? C'est votre souhait pour rester indépendant ou vous avez frappé aux portes et personne n'a ouvert? Non. Moi, je pars du principe que avant de demander des sous, il faut d'abord montrer ce qu'on est capable de faire. Et que c'est très facile d'arriver, de taper aux portes, de faire du bruit, de monter sur les tables et de dire on a besoin, on a besoin, on a besoin. Aujourd'hui, on est une association, nos adhérents payent une adhésion. L'adhésion, il faut qu'elle serve à quelque chose et pas simplement à les mettre en valeur. Donc voilà, cet argent, il faut qu'il serve à quelque chose. Aujourd'hui, l'INR, il date de 2018, hein, quand on a commencé à le créer. Aujourd'hui, en fait, l'INR, il a montré, je sais même pas si vous pouvez imaginer le nombre la volumétrie de travail en 3 ans qu'il a fallu pour vous mettre ça à disposition. C'est juste un truc, mais moi, chaque fois que je me retourne sur ce qu'on a fait, j'ai les larmes aux yeux tellement à chaque fois, les gens qui ont été autour et qui insufflent cette énergie-là sont juste des gens dingues. Donc voilà, aujourd'hui, on a prouvé qu'on était capable de faire ça en s'entourant de gens dingues qui veulent changer le monde et qui en plus y arrivent. Et aujourd'hui, en fait, on n'a même pas à aller chercher les sous, c'est-à-dire les gens viennent nous voir en nous disant, voilà, on a 10 000 euros, on a 20 000 euros, on a 50 000 euros, voilà, et ils viennent nous voir. Et on n'a pas ce sentiment de
de devoir faire un effort, de devoir se contorsionner pour plaire à. Voilà, on a une éthique, on a une capacité de travail, on a une exigence dans le travail donné. Et aujourd'hui, des gens comme Hervé Leluer dans la région Bretagne nous font confiance et nous disent, voilà, y a-t-il un projet, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, voilà, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? Voilà, donc la région Bretagne nous aide, nous accompagne parce qu'elle nous fait confiance et on lui fait confiance. C'est une relation gagnant-gagnant. Bravo en tout cas. Bravo à tout le monde. Bravo aussi à vous. Si vous voulez, la porte est ouverte. Hein. N'importe qui peut rentrer. Oui, et enfin, je suis dans le domaine de l'éducation et de la formation et l'idée, mais vous l'avez évoqué, hein, de sensibiliser et d'avoir un guide pour sensibiliser les jeunes dans leurs usages. C'est magique. Alors, il y a plein de choses. Ouais. J'essaye juste, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Podcast. Après, je propose peut-être que, pour ouvrir un peu aussi le débat, que chacun nous dise un petit peu, voilà, est-ce qu'il avait déjà des pratiques, il pensait déjà d'avoir des pratiques un petit peu responsables en matière de numérique, ou est-ce que, au contraire, il pense que faire du numérique et être responsable en matière écologique, c'est un petit peu synonyme, voilà, que chacun nous donne un petit peu son avis. D'accord. Ça, c'est un audiocast à disposition, c'est destiné aux lycéens, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un podcast que la région Nouvelle-Aquitaine nous a dit, écoutez, les gars, les filles, est-ce que vous êtes capables de le faire? On a un budget. Ils nous ont rappelé, hein. Ils nous ont dit, voilà. J'ai dit, oui, pas de souci. Donc on s'est appuyé sur une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle Alizé Colem. Et on a plein de podcasts que vous pouvez donner à vos jeunes. Alors voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. Moi, je ne me suis pas permis, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la couleur de ma barbe qui commence gentiment à blanchir. Donc, parler aux jeunes avec un podcast, moi j'en ai 2 à la maison, j'ai déjà du mal à leur parler aux lycéens en général. Voilà. Donc là, on a laissé ça à des gens qui étaient plus jeunes, qui étaient plus proches de la cible que moi. Ah, mais ça a l'air hyper riche, effectivement. Je vois plein de choses qui nous intéressent. Oui, tout à fait. Je veux bien le lien dans le chat aussi. Je pense que… Il y est déjà. Ouais, on va… Merci. Je comprends aussi voilà, à quel type de commande vous pouvez répondre. Ça permet vraiment de massifier en fait la sensibilisation. Ouais, comprendre, mesurer, décider, on le fait avec plaisir à toute la granularité. Je veux dire, prendre 1 heure avec vous, c'est juste génial. Et pourtant, on pourrait se dire, mais finalement, c'est peut-être pas ça qui va faire changer le monde. Mais on est persuadé que ça se joue à toutes les échelles. Mais par contre, les outils, on essaye vraiment d'en faire en sorte qu'ils soient avec le plus fort effet de levier. Voilà. On n'aura pas le temps et l'énergie de développer un outil pour 4 personnes. Oui. Et on va peut-être revenir à la proposition d'Émilie. On fait histoire de faire un petit débat avant de clôturer l'événement, et de savoir un petit peu ce que chacun en pense. Et puis, s'il y a des choses qui seraient à creuser aussi, hein, des choses qui ont été évoquées et qui seraient à creuser ensemble à une autre occasion. Je vois que le micro de Eric est déjà ouvert, donc peut-être Eric. Oui, vous voulez me passer la parole? C'est gentil, merci. Oui, j'étais en train de m'écrire un petit truc dans le chat, mais voilà. Avec la pandémie, alors je m'excuse parce que j'avais un autre rendez-vous avant et je me suis connecté peut-être à la moitié. Donc peut-être la question que je vais poser, peut-être vous avez abordé au début. Avec la pandémie, on a eu donc un arrêt d'activité, on a moins roulé, on a moins pollué, mais on a utilisé plus le numérique. Alors, je ne sais pas si au final, on a vraiment
fait du bien à la planète. Je ne sais pas, je crois, d'après les études, d'après ce qu'on dit, mais bon. Et demain, est-ce qu'on ne va pas se mettre à rouler plus de nouveau et d'avoir plus de numérique, parce que le numérique, il n'arrête pas d'augmenter. Donc, je me dis, ça va être difficile, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer, mais de limiter les effets du numérique en termes d'empreinte sur le carbone, parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Tout le monde nous pousse à utiliser de plus en plus les outils numériques. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, l'impact carbone, enfin, l'impact des gaz à effet de serre du numérique augmente, mais en fait, ils augmentent dans ce qu'on appelle les effets directs. Les effets directs, c'est les plus facilement calculables. C'est, voilà, tu as tant de lames de serveur, tant d'ordinateurs, tant d'écrans, et puis tu multiplies par temps et tu as les impacts. Ça, c'est les effets directs, c'est hyper facile à calculer, et ils augmentent. Il y a après des effets indirects. Ah bah oui, si je suis en visio, je ne prends pas ma voiture. Je ne suis pas venu vous voir à Morlaix. J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas venu vous voir. Ça, c'est les effets indirects. Et c'est super galère à calculer. Mais aujourd'hui, en termes de déplacement, de télétravail, etc., mais aujourd'hui, le bilan du numérique est plutôt positif. Et de toute façon, il est positif parce qu'il a permis le maintien de l'activité, le maintien de l'éducation, le maintien des relations sociales, etc., etc. Donc, de toute façon, ça ne se discute pas. Le troisième effet, qui lui est l'effet qui se coule et qui est vraiment dangereux, c'est l'effet rebond. Et l'effet rebond, je vais vous en donner un exemple tout con, vous avez Vinted. Donc, premier effet, on est capable de calculer l'impact de Vinted parce qu'il y a des serveurs, il y a de la bande passante et il y a des images et on est capable de le calculer. Ok, très bien. Effet indirect, ah mais ouais, mais c'est cool, du coup, on achète moins de vêtements. Et donc, moins d'impact environnemental, etc., etc. Et donc, ça, c'est l'effet indirect. Beaucoup plus difficile à calculer. Et là où on parle d'effet rebond, c'est là où le diable se niche dans les détails, c'est que l'effet rebond, c'est qu'il y a toute une catégorie de la population qui s'est dit « Ah, mais c'est génial, je vais pouvoir acheter beaucoup plus de fringues que je vais porter une ou deux fois et que je vais tout de suite mettre sur Vinted, ce qui fait qu'au final, je ne perds pas grand-chose. Voire même pour certains, je gagne de l'argent parce que j'achète de la collection spéciale, etc. » Et à ce moment-là, j'ai effet rebond, donc j'achète un vêtement que je n'aurais jamais acheté, et donc je participe à une élévation des impacts, et cette élévation des impacts plus haute que là d'où je partais au départ, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc avec ce simple exemple de Vinted que vous pouvez prendre n'importe quel exemple avec Blablacar, avec ce que vous voulez, vous avez ces trois effets, effet direct, effet indirect, effet rebond. Et là, on rentre dans l'inconnu parce que le télétravail, c'est des effets directs, c'est des effets indirects et c'est des effets rebonds. Hyper éclairant, hein. Merci. Bon, ben, je vais couper ma caméra, mon micro, pour moi consommer. Et Marc, Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, haut et fort. Merci pour cet échange. Le travail que vous avez réalisé m'a aussi beaucoup fait penser. Alors moi, je viens de l'industrie et ça m'a fait penser au contrôle qualité, aux normes ISO, à tous les dispositifs de mise à plat, de comment fonctionnent tous les postes, tous les services d'une entreprise et pour ensuite obtenir une certification ISO. Et est-ce que ce travail ne pourrait pas être également envisagé dans les grandes industries, dans les usines digitales, de grandes structures, pour, je ne sais pas comment ça se passe, mais au niveau des normes ISO, intégrer une certification ISO numérique à partir de vos travaux? Eh ben, c'est tout le débat en tout cas, c'est tout l'intérêt de l'AFNOR qui aura lieu dans les prochains mois, avec une problématique de taille, c'est la problématique du matériel. Aujourd'hui, on a fait une grosse étude là, qui couvre plus de 1 300 000 collaborateurs dans le cadre d'une thèse. On se rend compte qu'en fait, pour vous, moi, aujourd'hui, en France, la majorité à presque 90%, la majorité de l'empreinte environnementale d'un service numérique, elle est, du SI, elle est au niveau de la fabrication.
Donc, moi, je veux bien, et c'est vrai, mettre des normes et des ISO, etc. Mais si la norme ISO, en fait, ne prend pas du tout en compte les achats des Mac, les abonnements, le fait qu'une agence web renouvelle son matériel tous les 6 mois pour, voilà, globalement, on va faire chier les gens pour la taille du calibre de la tomate, alors que le bio qui se passe à côté, c'est un bio qui ne respecte pas les standards du développement durable. Donc voilà, on en est à peu près là. Donc aujourd'hui, l'éco-conception, on l'organise parce qu'on sait qu'il y a une attente et qu'on doit être à la hauteur de cette attente parce que tout le monde veut bien faire le job. La normalisation numérique, elle est assez problématique parce qu'elle repose sur une matérialité qui est dangereuse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un système numérique. S'il utilise la 5G et demain la 6G ou s'il utilise de la Ultra 4K, soit vous dites « j'interdis ça », mais à ce moment-là, qui vous êtes pour l'interdire? Et là, on rentre sur des valeurs morales. Soit vous le laissez et à ce moment-là, vous passez à côté de l'effet. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur sensibiliser, comprendre les problématiques, former les gens pour que ça fasse tache d'huile, mais qu'on n'ait pas ce coup près de oh là là, t'es pas norme, ou t'es pas qualité, ou t'es pas ci, ou t'es pas ça. On croit vraiment. En même temps, les normes, ça guide aussi, quoi. Ça donne des limites. Oui, mais c'est pour ça qu'on en a fait une avec la FNORSPEC et qu'on espère que ça va. Mais ce que je voulais dire, c'est que globalement, il ne faut pas attendre après ces normes pour changer le monde. Souvent, une norme, ça arrive après la bataille. Hein. Donc là, excusez-moi d'être belliqueux, mais il faut y aller, quoi. La loi encore jouera son rôle d'arbitrage dans ce cas-là. Alors, ce qu'il faut en plus bien se dire, c'est qu'en France, on est quand même. Alors, sur ce sujet-là, on est village gaulois. Hein. Quand je parle de ça aux États-Unis, au Canada ou alors en Chine, c'est même pas la peine, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un forum d'innovation au Québec. J'ai entendu, et je vous jure que c'est vrai, la solution pour résoudre la facture énergétique du numérique, c'est de déplacer les data centers au nord du Canada, parce qu'en plus, ça va faire plaisir aux populations autochtones et ça va créer des emplois. Voilà où on en est dans d'autres pays, quoi. Je veux dire. Moi, j'ai fait un micro-coma, on m'a mis un PLS, et une fois que je suis revenu, le débat était fini. Mais voilà, on en est là. Excuse-moi, tu peux expliquer pourquoi? Parce que moi aussi, j'avais lu des histoires sur les data centers, qu'on allait refroidir à l'eau de mer, etc., ou je ne sais pas quoi. Déjà, on ne déplace pas un data center. Déjà, on ne déplace pas un data center. Déjà, on l'utilise là où il est. Voilà, on l'utilise là où il est. Et le jour où on a besoin d'un nouveau data center, alors si vraiment on en a besoin, on ne va pas faire du colonialisme dans des zones protégées en se disant que ça va créer des emplois. Les data centers ne créent pas d'emplois. Les data centers, voilà, c'est juste ridicule, cette vision passéiste des choses et colonialistes. Oui, Strasbourg, Strasbourg, pas de bol, quoi. Pas de bol. Mais non, il faut arrêter. Déjà, il faut... Non, aujourd'hui, les data centers doivent être installés en free cooling. C'est comme si vous disiez ouais, j'ai fait une maison et le système de chauffage, c'est le meilleur du monde. Ou le système de clim, c'est le meilleur du monde. On s'en fout. Une maison, ça doit être isolé d'abord avant de s'intéresser au système de clim. Ça doit être bien orienté. Ça doit être installé au bon endroit. Voilà. Est-ce que je peux poser une petite question sur les choses qui nous attendent? Il paraît qu'Amazon ou d'autres grosses structures des GAFA devaient lancer des satellites pour l'accès au web. Est-ce que c'est toujours un projet en cours? Bien sûr. Et qu'est-ce que ça va engager? Ça signifiera quoi? Outre le fait qu'on ne pourra plus regarder les étoiles tranquillement. Alors, ça signifiera quoi? Déjà, ça signifiera qu'ils nous auront vraiment pris pour des cons. Parce qu'aujourd'hui, les galaxies de microsatellites en orbite basse de SpaceX, Blue Origin, la Corée, l'Europe, les États-Unis, etc., sont développées très ouvertement pour mettre Internet partout sur la planète. Parce que tu comprends, on a besoin d'Internet partout sur la planète. Et là, tu lèves le doigt, tu dis, excusez-moi, monsieur, mais il y a quand même 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Ta gueule. Sécurité, sortez-le, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, voilà, on en est là, quoi. On en est sur ces belles paroles-là.
Et puis sur une réalité qui aujourd'hui fait que SpaceX développe des galaxies de microsatellites avec pour objectif unique de vendre à des opérateurs pour suivre les flottes de bateaux, pour suivre les flottes de voitures, pour suivre. Voilà, on en est là. C'est juste n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on nous vendait la... Vas-y. Excuse-moi, il n'y a aucune organisation internationale qui légifère à ce niveau-là, je ne comprends pas. L'espace n'a pas de législation internationale. C'est comme on ne peut pas interdire à Facebook ou à Google de déployer des câbles de fibre optique au fond de la mer. Ce n'est pas possible. Pour reprendre cet exemple de ça part d'un bon sentiment, mais on nous prend vraiment pour des buses, vous regardez la 5G, la 5G, on nous a dit oui, mais ça permettra à des docteurs de faire des trachéotomies directement quand la personne a mangé une cacahuète de travers au milieu de la route. Ah oui, on fera de la télémédecine, c'est génial. Vous avez vu les publicités de la 5G? Vous avez entendu les publicités de la 5G sur les radios? C'est machine à utiliser 2 heures Tinder et le mec est enfermé dans sa voiture pour jouer à des jeux vidéo. Voilà la réalité du marché aujourd'hui. Moi, j'ai rien contre la 5G. Rien. Par contre, je commence à avoir un petit peu les crocs contre ce qu'on en fait. Voilà. Si vous voulez, moi j'aime tellement la technologie, je trouve que la technologie est tellement géniale que ça me fait royalement chier de voir ce qu'une poignée de crétins en font. De la même façon que, je vais prendre une autre analogie, je trouve que ça fait royal. Si j'étais croyant, ça me ferait royalement chier qu'une aussi belle idée que la religion soit aussi mal gérée par des évêques. Voilà. Moi, je suis désolé, j'adore le numérique, je trouve que ce qu'on en fait, c'est génial. Voilà. Je trouve que ça peut être un des outils les plus transformants, et depuis que l'homme est homme, c'est peut-être un des outils les plus géniaux qu'on ait pu créer. Eh bien, putain, de voir ce que des marketeurs en font, ça me fout les boules. J'ai rien contre les marketeurs, je ne vais pas me fâcher avec eux, mais voilà. Et je propose qu'on garde quelques minutes pour permettre à Marie-Emmanuelle, Véronique et Scribe de dire quelques mots également. Peut-être Marie-Emmanuelle en premier. Oui, en fait, moi, en réfléchissant, vous m'entendez là, ça va? Oui. Ok, alors en réfléchissant à tout ça, je me disais que finalement, ouais, j'étais un peu quand même en décalage parfois avec ce que je prône dans mon métier. Enfin voilà, au niveau du matériel, enfin non, on n'en change pas quand même tous les ans, mais voilà, je travaille sur un ordi qui est assez neuf. Enfin, j'ai des pratiques. Enfin, je suis tout le temps sur le numérique. Enfin, ça m'a fait un peu bizarre par moment. Je me suis dit, mais ouais, il faudrait peut-être réfléchir vraiment à mes pratiques et essayer aussi de faire passer ça auprès des lecteurs, des internautes qui nous suivent. C'est toujours un peu une dissonance cognitive. Par exemple, on utilise beaucoup Facebook parce que ça nous permet de relayer notre travail. Mais voilà, dans l'absolu, Facebook, c'est quand même pas super. Donc, je sais pas, ça me faisait poser plein de questions. Mais on peut pas être toujours parfait, quoi, c'est ça. On t'entend pas, Vincent. Il y a un problème de connexion. Ouais, il y a un problème de connexion. Je crois que Vincent voulait réagir sur Facebook, non? Ça y est, on l'entend, ouais. Le numérique, c'est le royaume des injonctions contradictoires. Mais Marie-Emmanuelle, si vous voulez commencer par quelque chose, par quelque part, je vois si vous avez des pistes. Mais n'hésitez pas à repomper le cyber cleanup sur le site internet de la communauté. Non, je disais que le numérique, c'était le des injonctions contradictoires. Ah. Vous ne m'entendez pas? Allô? Si, c'est bon, c'est bon. Elle n'a plus du tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Le numérique, c'est le royaume des injonctions contradictoires. Voilà. Ouais. Et ce que vous avez dit, Marie-Emmanuelle, c'est juste, il faut s'arrêter là. Hein. C'est est-ce que de temps en temps, on ne pourrait pas réfléchir à? Voilà.
derrière, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, mais il faut juste savoir. Et moi, je passe ma vie de ne pas savoir, et heureux les simples d'esprit, hein, là encore, c'est pas pour être heureux les simples d'esprit, parce que quand vous êtes au courant de ce que vous faites et de ce que ça impacte, eh ben, c'est pas gagné. Vous passez votre temps à vous traumatiser, et la solastalgie, elle est à chaque coin de rue. Hein. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Mais oui, déjà, de se poser des questions, c'est un bon début, je pense, parce que tout le monde ne se les pose pas. Donc, voilà. Et donc, Véronique, peut-être? Oui, Bien bonsoir. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur les injonctions contradictoires et je pense que je suis un bon exemple, même si j'essaye de faire de mon mieux et voilà, de faire durer au maximum mes équipements et voilà. Donc ça, je pense que c'est la base, hein, puisque la ressource n'étant pas extensible, voilà. Et puis d'éviter tant que faire se peut d'envoyer des petits messages un peu courts et inutiles, voilà. Après sur le stockage de données, je pense que je suis pas un bon élève, mais en fait j'ai envie de dire c'est un peu comme la notion de faire ce qu'on est en capacité de faire et pour le reste tenter de s'améliorer. Voilà, à titre individuel. Et puis après, sur le collectif, promouvoir des actions comme celle-ci. Voilà, dans le cadre de mon métier, j'ai communiqué sur l'initiative qui était portée par les tisserands du web là, pour faire en sorte que vous ayez une audience. Voilà. Puis je pense qu'après, derrière le message que vous nous avez transmis là, on va tenter de le promouvoir et de faire connaître les outils qui vont se développer, la démarche AFNOR auprès des entreprises. Enfin, je pense que c'est chaque petit comment je vais dire chaque petit soldat, mais c'est pas soldat, mais chaque petite personne convaincue qui fait un petit peu du quotidien, ça finit toujours par porter ses fruits. Enfin, j'espère. Voilà. En tout cas, merci, c'était super riche. Et puis, je salue vraiment le travail que vous avez mené et je vous souhaite de vraiment capitaliser sur ces premières bases et d'obtenir les fonds nécessaires pour rendre l'outil plus performant et communicable au plus grand nombre. Je pense que c'est vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de frein à l'utilisation de ce type d'outils, en fait, que ce soit au contraire au maximum diffusé et utilisé, quoi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Est-ce que Scrive veut participer, veut nous dire un petit mot? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui. Écoutez, très intéressant. C'est vrai que c'est une thématique sur laquelle je m'interroge. J'étais un petit peu surpris dans la présentation de voir en fait que le rôle des fameux data centers n'était pas mis en avant comme source principale du problème. C'est vrai que moi, j'imaginais que leur responsabilité dans cette histoire était plus importante que ça, sachant que voilà, une très grosse partie du trafic de données à l'échelle mondiale, ce sont les data centers entre eux, et que sachant que la 5G va augmenter encore la possibilité d'échange de données, je me disais que là, on partait dans quelque chose d'aberrant, avec les pratiques personnelles, de cloud personnel, de stockage qu'on nous incite à utiliser. Voilà, alors c'est vrai que la grosse rigolade des possibilités d'opérations chirurgicales à distance, c'est vrai que c'est bien gentil, mais que de toute façon, le problème, il va pas se situer là, ou s'il y a problème, il ne sera pas là. Donc voilà, après la réflexion sur sa propre responsabilité personnelle, je pense que voilà, il faut qu'on avance. Mais j'étais surpris dans la présentation et je ne remets pas du tout en cause les chiffres qui ont été présentés, hein, mais ça m'a beaucoup surpris. Voilà. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Je crois que voilà, il est temps de libérer chacun.
moi, j'ai envie vraiment de remercier Vincent pour voilà, son franc-parler et puis le partage de connaissances. J'ai le sentiment, effectivement, que ce soir, on était une bonne douzaine, que tu nous as guidés dans la déconstruction de croyances qu'on avait. Et qu'avec toi, on a plongé dans la vraie complexité, mais aussi on a touché du doigt peut-être les petites choses qu'on pouvait faire. Et en tout cas, la réflexion est en route. Donc, voilà. Bon. Eh ben, c'est très gentil, merci beaucoup. Si au moins j'ai réussi à faire ça, ben, je n'ai pas perdu ma soirée, c'est très très bien. Super. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me. Bah, voilà, si vous avez des questions, je vais vous envoyer mon mail dans le chat. Il doit être sur la présentation que je viens de transmettre à l'instant. Voilà, donc pas de souci à ce niveau-là. Ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Vincent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Allez. Bonsoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir.